Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Sois le changement que tu veux voir dans le monde, nous disait Gandhi. Et si notre bonheur individuel rejaillissait de façon impalpable sur nos proches, nos voisins, notre quartier, notre pays et donc par extension le monde entier. Cette émission va être pleine d'espoir. Aujourd'hui, notre duo d'invités nous ouvre à cette force invisible dont les peuples ancestraux et les philosophies orientales parlaient déjà. Nous serions tous reliés du microcosme au macrocosme. Dans cette perspective, si je change, le monde change. Théorie scientifique avant-gardiste, expérience vécue par des chamans, mise en pratique inédite en plateau, voici le programme de ce matin. Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, et Romuald Le Terrier, chercheur en ethnobotanique. Bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir. Merci. On est ravis de vous recevoir parce que je ne suis pas venue seule. Que la force soit avec nous, puisqu'à mes côtés, mes chevaliers Jedi sont là, voilà. Leila, alias Isa, et sa sagesse légendaire, et Obi-Wan Kevin, connu pour sa maîtrise de la force invisible. Vous allez dire Chewbacca, donc j'attendais. Non, j'aurais pas osé. Mais je suis sûre que vous faites très très bien Chewbacca. Je vais m'entraîner pour la prochaine fois. Oh, vous n'êtes pas drôle, vous n'avez pas envie de le faire Chewbacca. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on vit ce matin avec vous ? Eh bien moi, en tant que grande prêtresse de l'amour, on va parler d'amour et de vie sentimentale. Magnifique. Une guidance encore, comme d'habitude, vous avez canalisé le ciel et la terre. Juste avant de venir, là, c'était un peu charrette, mais c'est bon. Et on est très connectés, puisqu'on va parler aussi de la dimension sentimentale avec le couple, comment entretenir la flamme ou raviver la flamme s'il y en a besoin. Vous arrivez, ça fait combien de temps que vous êtes avec votre femme, Kevin ? Question complexe, ça fait longtemps. Et alors, vous y arrivez, c'est-à-dire que ce que vous nous donnez là comme conseil ce matin, vous y arrivez dans votre couple ou pas ? Pas du tout. Est-ce que vous êtes crédible finalement ? Raviver la flamme, oui, alors on va en parler tout à l'heure, c'est des rituels notamment qu'on peut faire pour recommencer régulièrement la relation. Donc à la fois, tous les jours c'est une relation différente et en même temps peut-être qu'elle peut durer une éternité. Puis ce qui est génial, c'est qu'en travaillant sur la chronique, finalement, ça ravive quelque chose aussi dans votre vie quotidienne. Exactement. Hein ? On peut me dire merci. Tout avant de venir. Bon, j'ai hâte en tout cas. Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson, tout est relié. C'est le titre de votre tout nouveau livre. Mais c'est aussi vous, parce que vous êtes reliés. Alors, vous m'avez fait une petite blagounette avant le plateau, les acolytes anonymes. Mais c'est tellement vous deux, parce que vous avez écrit aussi de nombreux livres ensemble, dont certains best-sellers. Moi, j'avais été passionnée par ce souvenir du futur. Et là, vous revenez avec un tout nouveau livre. Tout est relié. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet ? Qui commence ? Tic ou tac ? Moi, je peux commencer. C'est un long parcours. Hein. Pour moi, c'est un livre qui s'est étalé sur plus de 30 ans de recherche. C'est-à-dire que depuis 30 ans, j'ai des expériences, je théorise, je fais des voyages et j'ai la chance de pouvoir vivre avec aussi des ethnies racines, des peuples premiers. Et si tu veux, ça s'est déployé vraiment dans le temps sur une trentaine d'années. Et donc, c'était aussi l'aboutissement d'une longue recherche personnelle. Voilà. Et qui nous amène à quoi, finalement ? Qui nous amène à comprendre comment, malgré la fragmentation du monde, malgré comment les choses semblent séparées, de percevoir cette unité qu'il y a derrière cette réalité physique apparente, en fait. Voilà. Jocelyn Morisson, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, quand Romuald m'a proposé ce projet, j'étais enthousiaste, ça vient toujours de lui, il est fourmillé d'idées, donc j'ai dit oui très très vite parce que je trouve qu'en plus on est vraiment dans une actualité où le monde semble de plus en plus fragmenté, effectivement, où les gens ont tendance à un repli sur eux-mêmes ou alors à se réfugier dans une communauté de pensée parce que le monde est très anxiogène, le monde est très inquiétant et donc je ne blâme personne, c'est normal de chercher de la sécurité quelque part dans une communauté de pensée, mais le problème aujourd'hui c'est qu'on a des gens qui supportent plus qu'on pense plus comme eux, qu'on pense pas comme eux finalement. Toute pensée différente est perçue comme hostile. Donc, quand on creuse en fait ces traditions-là, on s'aperçoit qu'il y a des très bonnes raisons objectives de constater qu'effectivement nous sommes reliés. Nous sommes reliés non seulement les uns aux autres, nous sommes reliés à la nature, au vivant, au cosmos, et nous sommes reliés à l'invisible aussi. Donc il y a une façon de changer de regard sur notre propre situation et sur la façon dont on est présent au monde en fait. Vous en parliez et justement Romuald Le Terrier, parce que vous avez côtoyé et vous avez finalement rassemblé ce monde visible et invisible, puisque vous êtes chercheur en ethnobotanique
Et c'est vrai que, franchement, votre vie est passionnante et fascinante, puisque vous voyagez, vous êtes parti plusieurs fois en Amazonie, vous avez rencontré des chamans, dont Ernesto, dont on connaît maintenant l'histoire. Et finalement, ça a changé votre vision des choses. Et alors, il y a une expérience que vous ne connaissez pas, même si vous connaissez Romuald Le Terrier pour toutes ces histoires merveilleuses que vous nous racontez sur les chamans, et aussi sur l'histoire des plantes et ce qu'elles nous racontent. On va y revenir tout à l'heure. Mais c'est surtout que, alors j'ai appris quelque chose, vous avez une expérience sur les dauphins roses. Alors là, vous m'avez appris une chose, on va le voir à l'antenne, les dauphins roses existent. Et là, je me suis dit, mais ça se trouve les éléphants aussi alors. Mais c'est vrai, regardez ça. Et les C'est flamands pas sublime. Elle était très bonne. Merci. Mais vous aussi, vous êtes un petit dauphin rose aujourd'hui, Isabelle. Alors, et ça aussi, cette expérience que vous avez vécue avec les dauphins roses ont changé complètement votre vision des choses. Oui, c'était très surprenant parce que c'est un concours de circonstances. En fait, on était parti faire un repérage dans la forêt pour protéger des arbres de la coupe illégale, on va dire. Et donc moi, j'étais parti avec des forestiers. Et puis, à un moment, on était obligé de reprendre un sentier de brousse pour rejoindre une communauté indienne. Et ce sentier, il était en plein soleil. Et quand on a passé une dizaine de jours sous la canopée, en fait, on ne supporte pas les rayons du soleil. Donc on s'est emmitouflé sous des chemises en coton. Il n'y avait pas un centimètre de peau qui dépassait de notre corps. On a mis des casquettes, des lunettes de soleil. Et quand on est arrivé, après, je crois, 5 ou 6 heures de marche dans la communauté indienne, la première chose qu'on a fait, on est allé à la rivière, se mettre de l'eau sur le visage, s'asperger, sans aller voir les autorités tribales. Et un chaman... le chaman de la tribu me dit « Vous êtes un dauphin rose ». J'ai dit « Non, je peux être un petit peu rose de peau, mais je ne suis pas un dauphin rose ». Et j'étais très surpris, ça m'a vraiment choqué. Je me dis « Pourquoi il me dit ça ?» Et donc le soir, je suis allé revoir ce chaman, et le chaman me dit « Je sais très bien que vous n'êtes pas des dauphins roses, mais vous avez fait une connexion avec nos mythes sur les dauphins roses. » En fait, dans la mythologie locale, chez ces Indiens, les dauphins roses se transforment en êtres humains. Et pour se dissimuler auprès des Indiens, ils se camouflent. Ils se camouflent la tête pour pas qu'on voit les vents qui leur permet de respirer aux dauphins. Et surtout, ils se camouflent de la lumière, ils ont des lunettes et surtout, ils sont obligés d'aller se mettre régulièrement dans l'eau, d'aller s'asperger d'eau. Donc le chaman me dit, je sais très bien que vous n'êtes pas un dauphin rose, mais vous avez activé ce qu'on appelle chez nous une histoire qui connecte, c'est-à-dire une connexion à un de nos mythes, et certainement que les dauphins ont besoin de notre aide. Moi, j'ai dit, ok, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois faire? Je suis resté. Le lendemain, on a fait une cérémonie avec les plantes de vision. Et je me suis retrouvé dans ces visions, dans des mondes subaquatiques, qui étaient absolument fabuleux, avec une sorte de cité sous l'eau. Quand vous dites que vous avez eu des visions, c'était donc en Amazonie? C'était en Amazonie. Vous êtes allongé et là, vous partez un peu en transe? Alors, on s'était mis au bord du fleuve. On avait pris le breuvage ayahuasca, qui est le breuvage visionnaire natif. Et d'ailleurs, je tiens à dire quand même que c'est dangereux pour la santé, c'est pas à utiliser. Hein, voilà, c'est une expérience en tant que chercheur. Voilà, c'est important de bien cadrer. Donc j'ai fait cette expérience avec le chaman qui lui s'appelait Ruperto. On a pris le breuvage et on s'est retrouvé dans des visions, effectivement, des visions subaquatiques. Et à un moment, il y avait des esprits des dauphins qui avaient une apparence anthropomorphe, pas une apparence de dauphin, et qui nous ont révélé une information assez folle en nous disant: on est dérangé par un flux d'images qui vient des humains. Et ça nous brouille en fait nos systèmes de communication. Et ils nous ont montré en vision une antenne de relais en fait satellite qui permettait d'amener la télévision péruvienne dans les tribus indiennes. En fait, on sait que les dauphins ont un système de communication qui est par écholocation, donc qui utilise des sons. Et il n'est pas idiot d'imaginer que des interférences électromagnétiques pouvaient peut-être les déranger. Donc moi, je me rappelle en vision, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Et j'ai eu l'information avec le chaman que en fait, l'antenne serait détruite par un orage. Or, le lendemain de la cérémonie, Ruperto a dû remonter le fleuve pour aller dans une autre communauté indienne. Donc vous avez une vision divinatoire? Ben oui, parce qu'en fait, quand Ruperto est revenu de cette communauté, il m'a dit, effectivement, la nuit où on a pris le breuvage, l'antenne a été détruite par un orage qui a généré un glissement de terrain et l'antenne était détruite. Donc c'est assez dingue de voir qu'on a pu constater dans la réalité physique quelque chose qu'on avait eu dans les visions par un biais d'information qui n'est pas un biais, on va dire, classique. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand on vous a dit que vous étiez un dauphin rose, ce que je veux bien croire quand je vous vois.
qu'est-ce que ça raconte aussi derrière par rapport à vous, en fait? Que le chaman voit en vous un dauphin rose. Est-ce qu'on serait tous habités par un animal totem, comme souvent est dit par les chamans? Ce qu'ils disent, en fait, c'est que dans des fois, on peut avoir des comportements, une attitude qui fait qu'on va se relier en fait à une symbolique, à une histoire en fait de la mythologie. Et cette mythologie en fait, elle organise aussi la réalité pour eux. Donc quand moi, il me dit vous êtes un dauphin rose, faut savoir quand même que moi, adolescent, j'étais fasciné par cette espèce de dauphin parce que j'avais vu les films de Cousteau en Amazonie. Et c'est d'ailleurs ce film et cette passion que lorsque je devais avoir 12-13 ans pour les dauphins roses qui au final m'a emmené à être ethnobotaniste et à aller en Amazonie. Incroyable. Alors ça, c'est une info importante. Et quelles sont les caractéristiques finalement qu'on retrouve chez vous et chez le dauphin rose? Non mais c'est intéressant finalement parce que si je me suis jusqu'au bout. Il évolue en eau trouble. Il évolue en eau trouble parce que c'est l'eau de l'Amazone et de ses rios, ses affluents est extrêmement boueuse. Donc c'est presque un animal qui est myope. Je ne le suis pas, mais par contre, il a vraiment, on va dire, un sixième sens dans le domaine de la perception acoustique, mais aussi de l'émotionnel. C'est un être qui est complètement émotionnel, le dauphin rose. Ah ouais. Et j'imagine aussi que finalement ça raconte le fait que on peut s'inspirer comme ça aussi de l'énergie d'un animal, d'une plante, d'un arbre et l'incarner un peu sans inspirer et même comment dire, vous voyez ce que je veux dire, le vivre comme si on pouvait incarner une sorte de faculté en plus. Vous y croyez? C'est ce que font les chamans? Oui, c'est ce que font les chamans, c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs, on parle dans le livre, dans les constellations familiales. Là, on va y revenir parce que ça c'est complètement dingue aussi, ça c'est génial. C'est un moment de prendre le support informationnel d'une créature, d'une entité, d'un lieu, d'un espace, et puis d'habiter à la fois cet espace en conscience et aussi avoir conscience de comment, lorsqu'on est habité, on peut agir sur le système. Voilà. C'est-à-dire que l'espace devient la conscience en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Kevin et Isa? Vous pensez que c'est des dauphins roses? Plus moi peut-être aujourd'hui. Je pense qu'on a des affinités avec certaines énergies qui peuvent être des archétypes animaux justement et que parfois ça nous connecte à des parts de nous-mêmes, ça nous permet de les travailler, de les révéler. Donc je trouve que c'est une belle démarche en tout cas les animaux totems et pour ça. Moi ce que j'adore dans cette histoire-là, c'est cette notion de temporalité. Vu que c'était quelque chose qui vous fascinait déjà petit et que ça arrive ensuite en tant qu'adulte, cette notion du coup que tout est relié et qu'il y a une forme de destinée, et ça je trouve ça poétique. Et une forme de synchronicité aussi qui vient valider ce sentiment que vous aviez déjà petit. Jocelyn Morisson. Vous êtes journaliste scientifique, donc vous êtes un peu la carte, cartésien, hein, on peut le dire, sur le plateau. Vous avez récolté les dernières études en physique quantique, alors ça aussi c'est passionnant, pour bien comprendre cette interconnexion entre soi, l'environnement, le vivant finalement. Et pour ça, vous avez même l'image de deux îles. Pour bien nous faire comprendre cette interconnexion, vous nous dites de visualiser deux îles. Oui, c'est une image que j'utilise pour parler de l'intrication quantique, parce que dans ce livre, on parle de la notion de lien, de reliance, un peu dans différents domaines. Hein. Donc le chamanisme, la science, la philosophie, la spiritualité, etc. Et donc j'ai quand même travaillé sur l'aspect physique pur et dur, parce que la physique déjà nous dit ça, pour ce qui est de la matière. Et on sait que le prix Nobel de physique a été attribué l'an dernier à des chercheurs qui ont démontré la réalité de ce qu'on appelle l'intrication quantique. Donc pour beaucoup de gens, c'est très compliqué, alors que l'intrication quantique, c'est très simple. Et c'est pour ça que je prends l'image de deux îles, effectivement, qui sont séparées en apparence quand elles sont à la surface de l'eau. On voit deux îles qui émergent de la surface de l'eau, elles nous semblent séparées, mais on sait qu'elles sont reliées sous la surface, bien sûr. Donc si un tremblement de terre touche une île, l'autre va trembler. Et bien c'est la même chose qui se passe avec l'intrication quantique, sauf que ce sont deux particules élémentaires qui en plus s'éloignent très rapidement l'une de l'autre. Il se passe que quand on fait quelque chose sur l'une, ça agit en même temps sur l'autre, parce qu'il y a quelque chose qui les relie probablement sous la surface, derrière la surface des apparences, derrière les apparences en tout cas. Donc c'est aussi simple que ça, l'intrication quantique, il ne faut pas chercher plus loin. La mesure fait que quand on en touche une, ça fait bouger l'autre. Vous êtes en train de nous dire... C'est une expression ça d'ailleurs. Ça reprend une expression. Pardonnez-moi l'image, mais vous voyez que c'est très simple en fait. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Il y a l'idée d'un lien invisible qui les relie et qui aujourd'hui n'est pas connu par la physique. D'où l'hypothèse de quelque chose qui serait de l'ordre d'un arrière-monde, d'un champ d'information, etc., qui fait le lien entre ces particules qui constituent toute la matière visible. Donc ça veut dire, si je reprends une famille, voilà, pour ceux qui nous regardent et qui écoutent votre discours, si je deviens un soleil,
toute ma famille en profite finalement. Si je deviens plutôt joyeuse, etc., de façon intrinsèque, impalpable, il y a quelque chose qui éveille les consciences chez les autres, c'est ça que vous êtes en train de dire? Ce que j'ai dit, ça concerne le niveau de la matière, mais il y a un deuxième niveau de compréhension dans la physique quantique, qui est que quand on observe quelque chose, c'est à ce moment-là que ça apparaît. C'est-à-dire que tant que les choses ne sont pas observées, elles n'ont pas de réalité. Donc la conscience intervient. Pour beaucoup de chercheurs aujourd'hui, ça ne fait pas consensus aujourd'hui en physique, mais pour beaucoup de philosophes et de scientifiques, malgré tout, il y a cette idée que la conscience fait apparaître la réalité. Donc c'est aussi quelque chose qui ressort des expériences de physique quantique. Donc là, le lien justement dont je parlais tout à l'heure, ce lien invisible inconnu, c'est peut-être un champ de conscience. Donc nécessairement, nos attitudes, nos comportements influencent notre environnement et de toute façon, c'est quelque chose qu'on peut observer à chaque instant. Alors, petite question aussi concernant tout ce qui se passe dans le monde. Donc on ne serait plus, on pourrait agir sur la matière et on pourrait changer les choses selon votre discours et finalement ne pas être plutôt dans l'espoir que le désespoir. Alors on pourrait changer les choses même si, c'est un peu l'effet papillon, vous me dites deux îles, mais si, voilà, j'habite en France mais il se passe quelque chose à l'autre bout de la Terre hein, ou une guerre, etc., je peux interagir et si oui, comment ? Il y a une notion de seuil critique, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux peut-être à voir les choses comme ça, à penser les choses comme ça. Donc, d'où ce livre, tout est relié, pour que les gens comprennent que la paix est possible finalement. C'est différent de se savoir relié, c'est plus fort que de se sentir relié. Beaucoup de gens se sentent reliés, et encore, ils sont avant tout individualisés. Mais ce savoir relié, je pense que ça va plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez, Romuald Le Terrier ? Je pense que c'est important, c'est par rapport à l'avenir. Beaucoup de gens, quand on leur parle de l'avenir, ont tout de suite une vision dystopique, obscure, sombre de l'avenir. Mais ça, en fait, c'est presque un réflexe parce qu'on a été conditionné dans notre culture par l'archétype de l'apocalypse, c'est-à-dire de penser que d'abord il faut que ça soit mal, qu'on n'aille pas bien, pour qu'ensuite ça soit mieux. Donc beaucoup de gens, lorsqu'on leur demande d'imaginer l'avenir, ont cette espèce de filtre culturel qui leur fait voir l'avenir de façon sombre. Moi, je reste un optimiste. Voilà. Je pense que nous vivons des périodes de crise multiples, systémiques, mais l'éveil des consciences fait que je pense que d'ici quelques années, on va vraiment aller vers un point de basculement, de transformation du monde global qui va faire tout intervenir, hein, la spiritualité, les technologies, les sciences, vers vraiment une vision unitaire. Et je pense que ça permettra vraiment de sauver et nous et la planète. Voilà. C'est génial ce que vous nous dites. Alors, par rapport à tout ce qui se passe en France, en ce moment, et même dans le monde, finalement, vous dites que la clé, c'est peut-être pas de descendre dans les rues, tout ça, mais plutôt un éveil de conscience personnelle. Ça marcherait mieux de façon invisible ? Ou alors non, il faut les deux. Il faut passer aussi à l'action. Je pense qu'il y a des luttes sociales qui sont indispensables. Je pense qu'il ne faut pas les nier. Et ça fait partie aussi, je pense, du processus de pouvoir s'émanciper pour la conscience des individus de façon individuelle et collective. Donc, je pense que ce qui se passe, c'est peut-être amené effectivement à ce que ça soit dans le programme, entre guillemets. Mais moi, je reste très optimiste sur la suite, sur l'avenir, ouais, bien sûr. Isabelle, Kevin, ce qui est très vous croyez en la paix dans le monde ? Alors moi je crois dans la paix dans le monde, mais ce qui est très intéressant c'est qu'en astrologie, Pluton est rentré en Verseau, Saturne est en Poisson, et il faut savoir que la dernière fois qu'on a eu Pluton en Verseau, il y a eu la Révolution française. C'est-à-dire que ce que vous dites, ça fait beaucoup écho parce qu'aujourd'hui on rentre dans une énergie, ça va durer entre 2 ans et demi et 15-20 ans, donc on a le temps. Ah oui. Mais on rentre dans une énergie de casser les anciennes règles on rentre dans une énergie aussi de transformation intérieure profonde pour que ça amène une nouvelle liberté collective. Donc c'est complètement dans l'énergie que propose le livre en fait. Hyper intéressant. Jocelyn Morisson, vous déterrez aussi quelques recherches scientifiques en biologie. Et alors ça c'est incroyable, la nature, les plantes, les arbres seraient bien sûr reliés par leurs racines, mais pas que, par un réseau d'esprits. Qu'est-ce que ça nous raconte ça et comment ça marche? Alors c'est plus la partie chamanique effectivement qui nous dit ça, mais déjà c'est extraordinaire de constater qu'effectivement une forêt est comme un seul méta-organisme en quelque sorte. Ça c'est très nouveau en biologie végétale. On a découvert que les plantes étaient interreliées par le réseau racinaire et puis par le réseau des champignons souterrains qu'on appelle le mycélium, etc. Et c'est ce que dit Ernst Zürcher, qui est un ingénieur forestier suisse. Il dit si on avait une main géante, voilà, oui, il est très connu. Hein. Si on avait une main géante qui pouvait tirer sur un seul arbre d'une forêt, toute la forêt viendrait avec. Oh,
beau, comme c'est beau. C'est à la fois poétique et très juste d'un point de vue scientifique. Donc ça, c'est extraordinaire, c'est une première chose. Et on sait par exemple qu'une souche d'un arbre qui a été coupée va continuer à être alimentée par ses congénères, par les racines, parce que cette souche, elle est porteuse d'une mémoire. Elle se souvient des tempêtes, des sécheresses, de la forêt. Donc les autres arbres qui sont autour, de la même espèce ou même d'autres espèces, continuent de l'alimenter en sucre et en nutriments pour continuer à avoir accès à ces informations. On sait que les plantes aujourd'hui font preuve de capacité de mémorisation, d'apprentissage, donc il y a une véritable, ce qu'on appelle une cognition végétale, et ça c'est nouveau. Et effectivement, l'étape suivante, et là je laisse Romuald en parler, c'est que pour les chamans, évidemment, tout ça, ça correspond à un esprit à la fois individuel et collectif. Et qu'est-ce que ça nous raconte finalement du fait qu'il y ait ce réseau d'intelligence autour de nous? Comment vivre peut-être en communion, en harmonie? C'est déjà une notion de reliance, parce que de savoir un petit peu d'où on vient. Les Indiens, par exemple, quand ils parlent des plantes, ils disent ce sont les grands-parents, ce sont nos ancêtres. Oh. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais en fait, toute la vie qu'il y a sur Terre, ça vient des plantes. Et ils vont même jusqu'à considérer que nous, les êtres humains, nous sommes des plantes. Comme il y a une fleur qui apparaît sur un cerisier, eh ben, cette fleur, elle fait partie aussi de l'arbre. Eh ben, eux, ils disent, les humains, c'est des prolongements des plantes. Mais en biologie, on sait ça. On sait par exemple que les cyanobactéries, qui sont les algues bleues, ont créé les conditions de la biosphère, de cette extraordinaire planète qui est derrière nous. Et cette petite pellicule qui est l'atmosphère a été créée par les plantes. Et c'est vraiment un voile de protection pour la vie qui a été créé par la vie, pour la vie. Donc c'est vertigineux. C'est magnifique. En tout cas, je me vexerai plus quand on me dira que je suis une plante verte. Une belle plante. Une très belle plante verte. On fait une petite pause parce que c'est le grand moment de retrouver l'amour et donc Isabelle. Toujours. Si vous aviez vu pendant le jingle Isa qui prend sa posture de prêtresse de l'amour. Laissez-moi de la place, je parle. Bon, on est début avril là. Mais oui. Et le mois d'avril, c'est lié à Poisson. Aphrodite. Ah. C'est le mois de l'amour et de la beauté. Donc j'ai envie de poser une question qui va mettre mal à l'aise tout le monde. Est-ce que ça va niveau amour en ce moment? Voilà. Est-ce que quelqu'un veut répondre? L'amour au sens large, Votre vie personnelle. individuel, Non, votre vie personnelle. J'adore les potards. Alors ça avance bien. Bon. Je travaille bien sur moi. On se connaît pas. Ça va les amours? Avec moi-même, ouais. Oh, c'est beau. Alors on peut lancer peut-être une... Vous voulez qu'on lance une annonce? Non, ça va. Non, c'est vrai. Blonde, brune. Non, ça va. Oh là là, c'est trop Kevin, ça mignon. va? Bah, très bien, ouais. Moi, je vais vous proposer. Et vous? Ouais, ça va super. Ah, génial. J'ai quelqu'un de très patient. D'ailleurs, si tu Et passes qui est par là, merveilleux, que merci je pour ta connais, patience. je l'adore. Pour sa patience. Ouais. Oui. Je vais vous proposer un petit exercice qu'on va faire tous ensemble en plateau et que les téléspectateurs également peuvent faire chez eux. On va parler avec soi-même et on va se connecter soit avec notre intuition, avec nos guides, grâce à notre main. Main amour, ça va être vraiment un exercice, s'il vous plaît. Donc, ne faisons pas quelque chose de bizarre avec nos mains. Ok. Donc, je vais vous inviter à fermer très fort votre main gauche, la main du cœur. Même si on est gaucher? Exactement. Et pourquoi Ah, la gauche? La main du cœur. Ah, bravo. Cœur. Et vous allez poser une question par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre vie sentimentale, en vous concentrant sur votre main. Et vous allez regarder ou ressentir dans quel doigt vous avez le plus de sensations. Soit des picotements, soit une chaleur, soit un grand froid. Et c'est ça qui m'intéresse parce que par rapport au doigt, ensuite, je vais vous transmettre votre message de la grande prêtresse de l'amour. Ah, j'ai eu très très peur. Je l'ai vu s'élever et C'était pas le j'ai dit, majeur. c'est pour moi aujourd'hui là. Moi, ça y est. Oh, là aussi j'ai eu peur. C'est vrai, Ah. j'y ai pas pensé quand Alors, j'ai c'est créé cette pas chronique. votre petit doigt qui va vous le dire aujourd'hui, c'est Isabelle. Mais Vous l'avez? Alors je montre pas, c'est le majeur. Ok, voilà. Je Le le sentais majeur venir, je le sentais Majeur, venir. et vous? Petit doigt aussi. Petit doigt, l'auriculaire. Et celui-ci, c'est... L'annulaire. L'annulaire. celui à la bague. Celui qui a la bague. Alors, si ça a chauffé, si ça a picoté, s'il y a une sensation au niveau du pouce, votre message. Tu cherches à contrôler les autres dans ta vie personnelle et cela bloque tes relations. Accueille-les tels qu'ils sont et lâche prise pour créer une nouvelle harmonie. Ok. L'index, on n'a pas eu sur le plateau l'index. Acte
Actuellement, donc c'est là. Actuellement, une partie de toi a peur de ressentir de grandes émotions car tu as peur d'être déçu. Vibre de tout ton cœur, tu vas vivre de beaux moments avec les autres. Waouh, parce qu'il faut savoir que vous canalisez les messages. Hein. Vous avez cette faculté extrasensorielle. Je suis incroyable. Et en plus, c'est toujours juste. Hein. Allez-y, continuez. Le majeur, je ne vais pas le montrer évidemment, sinon on va être Et censuré. ça, c'est Jocelyn. Ne laisse pas la colère guider tes émotions, exprime tes limites et accueille l'imperfection des autres. Cela va t'aider à te réconcilier avec une personne chère à ton cœur. Namasté. Namasté. L'annulaire. Alors on était beaucoup sur la... Non, l'annulaire. C'est moi. Oh, pardon. J'en ai perdu mon stylo. Ne laisse pas la peur t'empêcher de vivre une très belle relation. Dépasse-la, elle n'est pas fondée. Tes souhaits vont être exaucés pour ta vie personnelle. Waouh, c'est magnifique. Et l'auriculaire, appelé plus communément le petit doigt. Petit doigt. Les attentes avec la personne de cœur peuvent être différentes des tiennes. Cela ne veut pas dire que la relation est vouée à l'échec. Écoute-la vraiment avec le cœur. Ça vous parle, Kevin? Ça me parle. Bon, bah, c'est merveilleux. Et vous aussi? C'est assez juste. Eh ben, génial, c'était super Isabelle, j'adore vos guidances. On se retrouve dans quelques instants. Merci Jocelyn Morisson, Romuald Le Terrier. Vous restez avec nous en seconde partie de l'émission. Nous allons continuer d'explorer ce monde de l'invisible, savoir millénaire, découvertes scientifiques d'avant-garde. Et vous verrez qu'en fin d'émission, nous allons vivre une expérience inédite collective en plateau. Je n'en dis pas plus, c'est tout de suite après une toute petite pause. Mais non, vous n'êtes pas seul derrière votre écran. Il y a ce fil invisible qui nous lie tous ensemble. Là. À tout de suite. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, nous allons peut-être bouleverser notre façon de voir le monde. Et si par la seule force de notre esprit, nous pouvions changer notre destinée collective à l'échelle mondiale. C'est le formidable message d'espoir de nos invités ce matin. Passionnant, Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, et Romuald Le Terrier, chercheur en ethnobotanique, qui nous offre une manière inédite de percevoir l'univers finalement et cette reliance. Hein. Mais avant de continuer à entamer ce sujet, c'est le moment de retrouver bien sûr Kevin et son conseil qui fait du bien. Alors Kevin, avant vous commenciez quand même votre chronique. Il y a un mystère à résoudre. Il y a un mystère à résoudre, cette petite boîte. Voilà, de l'intuition, pour développer votre intuition d'après vous. Qu'est-ce qu'on a caché dans cette boîte dorée? Je vous donne un indice ou pas? Oui. Ça fait partie du thème qu'on est tous reliés, d'après vous. Un nœud. Ah, ça aurait pu, c'est vrai, mais j'y ai pas pensé. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que vous ressentez? Jocelyn, vous aussi, vous avez beaucoup d'intuition. Attention, vous avez quelqu'un de très fort. Et ils sont très forts tous les deux. C'est Kevin qui est très fort. Kevin, il ne perd jamais à ce jeu-là. Je sais dire n'importe quoi. Kevin, alors, qu'est-ce qu'il y a d'après vous? Il gagne toujours. Un hérisson? Non. Pourquoi, alors, avec la reliance et l'interconnexion? Non, j'essayais de dire vraiment un truc complètement au hasard pour voir si je tombais quand même juste... Eh ben non, pas cette je pensais fois-ci. à du bois, sinon un truc végétal. Mais Un truc végétal, non. Une forme, une couleur? Rouge. Non. Moi, je vois une sorte de poisson jaune. D'accord. Poisson d'avril. Un bracelet de perles. D'accord, vous avez beaucoup d'imagination, mais ce n'est pas ça. Je vous ai donné déjà un... Mais non, on n'a pas eu d'indice. Mais si l'indice, c'est l'interconnexion. Qu'est-ce qui nous relie finalement? J'en voulais un Je suis sûre que vous avez trouvé. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y en a beaucoup qui ont les trouvé. menottes. Pardon? Les menottes, non. Des moumoutes roses. La chaîne avec le boulet. On est tous ensemble pour le pire et le meilleur. Allez, Kevin, c'est votre chronique. Ah oui, j'attendais le générique. Ah non, mais déjà eu lieu. pas deux Mais oui. fois. C'est pas une histoire, on peut avoir deux jingles d'affilée. Non, mais j'étais en train de dire, il y a un lien en plus, parce qu'on va parler de comment raviver la flamme dans le couple. Donc on va parler du lien, quelque part, le lien qui peut nous relier dans une relation amoureuse, mais qui, au fond, ce qu'on va dire est valable aussi pour toute relation, y compris des relations amicales. Et ce que je vais vous proposer, on va en parler un petit peu avant, mais c'est un petit rituel pour raviver la flamme, justement, dans le couple. Mais déjà, en fait, qu'est-ce qui vous vient en premier si je vous demande qu'est-ce qui est la pire chose qui peut arriver dans un couple? Le manque de communication. Alors oui, qu'est-ce qui va amener ça? séparation? Alors oui, ça c'est vraiment à la fin, si vraiment ça va pas... On va essayer d'éviter ça justement aujourd'hui. L'indifférence. Ah, c'est un petit peu lié Le à ça. manque de désir, non? Alors ce qui va être la cause de ça la plupart du temps, c'est la routine, en fait, tout simplement. La routine va amener tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire de l'indifférence, quelquefois, du manque de désir, voire même quelquefois la séparation, puisque tout d'un coup, l'autre ne nous séduit plus. Et normalement, dans le rapport amoureux, en fait, il y a une sorte de séduction permanente. C'est ça qui est beau quand on arrive à ça.
Et l'être humain est un peu programmé pour assez rapidement dans une relation, en fait, ne plus mettre d'enjeu. Quelque part, une fois que l'autre est là, il y a la sécurité et on finit quelquefois par se dire, l'autre est là, donc j'ai plus besoin de le séduire, j'ai plus besoin de renouveler ça. Et du coup, la routine commence à s'installer. Et donc tout l'enjeu, c'est de remettre quelque chose qui va recréer un petit peu d'insécurité, pas trop, juste ce qu'il faut pour qu'on ait vraiment envie de reséduire l'autre en permanence. Vous imaginez une relation où à chaque fois qu'on voit l'autre, on se dit, mais j'ai encore à le séduire. Est-ce que ça pourrait changer? C'est vrai, ça serait génial qu'on se dise ça à chaque fois. Oui. Tous les matins pensez au réveil, qu'on rechoisisse. C'est très juste. Non, c'est pas le matin au réveil qu'on va rechoisir, parce que c'est... Ouh là là. Donc si ça marche le matin au réveil, c'est bon. Alors du coup, il y a 3 choses. On va commencer par 2 petits conseils. La première chose, en fait, qu'on peut se donner comme mission, c'est se dire chaque jour, je vais faire quelque chose de légèrement différent pour l'autre. Je vais l'étonner, je vais le surprendre, se créer une sorte de rituel un peu permanent, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de différent. Ça peut être un mot, ça peut être un geste, ça peut être un petit message, ça peut être un petit cadeau. Mais c'est pas forcément quelque chose de grandiose, c'est juste créer le petit décalage dans les habitudes. Le Je petit trouve truc. ça génial. Et sans le dire à l'autre, évidemment. Le faire, même si l'autre ne le remarque pas, ça n'a aucune importance. C'est juste que j'ai eu l'intention, peut-être, je sais pas, de remplir la tasse différemment, de m'habiller différemment, de dire bonjour d'une autre façon. De faire la vaisselle alors qu'il la fait jamais. Par exemple, exactement. Ou de casser une assiette parce que ça faisait longtemps. N'importe quoi qui vient casser la routine. La deuxième chose, c'est de ressentir du manque. Parce qu'en fait, souvent, quand ça va pas très bien dans un couple, on cherche à être fusionnel et à être avec l'autre. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais quand je prends de la distance, je me relie à mon manque de l'autre. Et se rappeler que l'autre nous manque, c'est la plus belle chose, en fait, qui va faire qu'on va remettre du soin dans la relation. C'est vrai. Et la troisième chose, c'est un petit rituel. Alors, on peut pas trop le faire là entre nous parce que, en fait, l'idée, c'est que vous le fassiez en couple. Ça, c'est vraiment idéal. Petit rituel qui est vraiment tout simple, qu'on peut se faire par exemple. On peut faire un jeu de rôle, hein, Jocelyn, Romuald, ensemble. Si vous avez un côté couple, en tout cas, on peut le faire ensemble si tu veux. Nous, on est C'est un rituel où on se met à 2, face à face, main contre main, les yeux fermés. En fait, le fait de couper le regard va créer du lien. Nous montrer, par exemple, On Isabelle. peut le faire comme ça, oui. Voilà, ok. Et l'idée, c'est pas de se regarder, parce que quand on se regarde, parfois on se juge un peu. L'image à l'antenne est trop belle. C'est vrai, on continue alors. Et on va passer par 3 étapes. La première étape, c'est, depuis la dernière fois qu'on a fait ce rituel, mais la première fois, ça peut être dans un passé récent, qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans notre relation? Wow. Et chacun apporte ça. Ensuite, On le dit on peut le dire, oui. D'accord. Donc Oui. chacun, votre tour, dites ce que vous avez préféré. Voilà, D'accord. sans regarder l'autre, on se laisse un petit moment. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans cette relation? Première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qui m'a manqué dans cette relation? Alors c'est pas un reproche, hein, c'est pas dire tu m'as oublié, t'as pas fait ça. Non, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé et qui m'a manqué dans cette relation. Et souvent c'est très beau aussi. C'est beau. Et la troisième chose, c'est dire qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans cette relation jusqu'à notre prochain rituel. Et si on fait ça dans un mois, qu'est-ce que j'apporte dans notre relation pendant le mois qui C'est un peu commence? chamanique tout ça, non? C'est beau quand même. Hein. C'est revenir la vraiment à la reliance, quoi. source. La reliance, exactement. Ça Eh va dans le c'était thème. très très joli. Hein. Encore autre On chose? le refait? C'est déjà. Alors l'idée après, c'est de se fixer une date, parce que c'est un rendez-vous, Ah, c'est tout ça. bien ça. On peut, là par exemple, on est passé au printemps il n'y a pas très longtemps. Les solstices ou les équinoxes, par exemple, sont des très belles dates pour faire ces rituels. C'est des moments de changement, des moments de changement de saison. Par contre, se le programmer, parce que souvent on se dit tiens on va le faire, Ouais. et puis le temps passe. Alors que si on prend rendez-vous, on se donne un rendez-vous dans un agenda pour se dire ça prend 10 minutes pour faire ça, eh bien on va vraiment raviver la flamme régulièrement et ça peut devenir un beau feu qu'on arrive à faire durer éternellement. J'adore, c'est magnifique. Merci Kevin. Tout est relié, c'est le titre de votre tout nouveau livre, Romuald Le Terrier, Jocelyn Morisson, chercheur en ethnobotanique, relié. Hein, un journaliste scientifique. Alors, en fait, vous nous expliquez qu'on est tous interconnectés, hein, du plus petit au plus grand, finalement. Et même nous, sur le plateau, finalement, et même vous qui nous regardez, on est tous reliés par quelque chose. Alors ça veut dire, finalement, que si je suis joyeuse, ça rejaillit, hein, sur notre entourage. Mais si je suis en colère, c'est pareil. Donc, on a finalement une responsabilité. Et vous dites, et vous allez encore plus loin, et, dans la mythologie, et je crois aussi les chamans, que l'univers serait carrément un cerveau géant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux enchaîner parce qu'il y a des recherches scientifiques là aussi très sérieuses qui montrent que l'univers est structuré comme un cerveau. Parce qu'on a le même nombre, on a la même quantité par exemple de neurones dans un cerveau, à peu près 100 milliards, un peu moins, que de galaxies dans le cosmos. Donc il y a cette équivalence déjà en termes d'ordre de grandeur. Il y a la façon dont l'information, la matière est dispersée, répartie, les flux de matière, etc. Enfin, il y a des chercheurs qui sont
qui ont travaillé ensemble en tant que cosmologistes, spécialistes du cosmos, et neuroscientifiques, spécialistes du cerveau, et qui sont eux-mêmes estomaqués par les correspondances finalement. Il y a la quantité d'informations qui peut être traitée aussi par un cerveau et par le cosmos, avec bien sûr les ordres de grandeur différents, mais c'est le même type de quantité d'informations qui peut être traitée, etc. Donc il y a beaucoup de correspondances comme ça qui laissent à penser que possiblement le cosmos est un vaste cerveau ou se comporte comme un vaste cerveau. Et là aussi, c'est intéressant, je pense que Romuald complète avec les visions de certains chamans, de certains peuples premiers qui eux aussi voient le cosmos comme un cerveau. Donc les chamans aussi, voyez, comme la mythologie, c'est ça qui est fou, c'est qu'on revient toujours à cette sagesse ancestrale qui nous avait déjà montré la voie. Et là, grâce au Nouveau Monde, c'est remis un petit peu en avant, et surtout grâce à vous, et ce livre qui est passionnant, hein, qui relie finalement la science, qui viendrait corroborer, soutenir aussi toute cette sagesse chamanique que vous avez testée, expérimentée auprès d'Ernesto d'ailleurs, et puis aussi avec le monde des vivants. Hein. Racontez-nous ces visions en fait qu'avaient ces chamans justement sur ce cerveau géant. Alors, il y a une ethnie en Amazonie colombienne qu'on appelle les Tucanos, qui utilise le breuvage visionnaire ayahuasca, mais là-bas on l'appelle le yahé. Et ça a été bien documenté par un ethnologue. Vous voulez bien redire pour les personnes qui ne connaissent pas justement ce genre de plantes? L'ayahuasca fait partie des plantes de vision qui sont endémiques aux pratiques, on va dire, des chamans amazoniens et qui font partie de leur culture. Et qui dangereux pour la santé, ce n'est pas à oui, prendre. d'ailleurs c'est interdit, l'utilisation est interdite en France. Hein. Ouais. Voilà, que les choses soient claires. Mais par ce moyen d'introspection, et ça je trouve ça extraordinaire, ces chamans ont toujours décrit, depuis au moins plus de 2500 ans d'utilisation de leur rituel, ont toujours décrit l'univers comme un cerveau. C'est-à-dire que eux, sans télescope, sans James Webb, sans Hubble, sans les mathématiques, sans les accélérateurs de particules, ces gens, juste par l'intuition, par leur intériorité, en plongeant à l'intérieur d'eux-mêmes, ont perçu que l'univers était un immense cerveau. Alors c'est juste formidable de voir en fait les corrélations, mais les similarités aussi qu'on peut avoir entre la science d'aujourd'hui, de pointe, et puis les ethno-savoirs, on va dire, des chamans. Et mais qu'est-ce que ça raconte derrière que les chamans le voyaient? Le fait d'avoir cette vision en tant que chaman, que l'univers est un cerveau géant, qu'est-ce que ça peut nous apporter pour ceux qui nous regardent, voilà, qui sont très concrets ce matin? Qu'est-ce que ça raconte derrière? C'est quoi l'encouragement? Ce que ça raconte, c'est que cette réalité dite uniquement matérielle n'est pas que matérielle. Voilà. Elle a une dimension psychique. Et le fait que l'univers soit organisé comme une structure matérielle qui est le cerveau qui génère, ou qui, peut-être pas générer, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui accueille, comme un poste de télévision va recevoir en fait une émission de télévision, eh ben, cette structure reçoit la conscience. Donc je serais pas étonné, moi, de penser que, en fait, les chamans perçoivent l'univers par un cerveau parce qu'il y a un effet de miroir avec toutes ces structures, en fait. Notre cerveau, la conscience, l'univers, tout ça, c'est un tout, en fait. C'est intéressant. Est-ce que vous êtes en train de dire, et vous allez corroborer peut-être Jocelyn Morisson, est-ce que lorsqu'il y a des guerres dans le monde, lorsqu'il y a de la colère, des grandes révoltes, est-ce que la Terre, Gaïa, souffre? Est-ce que vous pensez qu'il y a une âme finalement ou l'univers? Parce que moi, parfois, j'ai de la peine. Non, mais vraiment, je me dis, mais voilà, de loin comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'énergie aussi globale? Oui, bien sûr, parce qu'on parle du cosmos, mais ça se rapporte aussi à la planète Terre elle-même. Il y a eu cette hypothèse de James Lovelock, donc un écrivain célèbre, qui a proposé cette hypothèse Gaïa en disant la Terre est un organisme vivant. Mais ce qui est passionnant avec l'hypothèse du cerveau aussi, c'est qu'un cerveau, c'est lié à un esprit. Dans la vision ordinaire qu'on en a, hein, pour un être humain, un cerveau, c'est lié à un esprit au sens commun. Et donc, si le cosmos est un gigantesque cerveau, ça veut dire aussi qu'il est un gigantesque esprit. C'est ce qu'on finit par dire dans le livre. Hein. Et qu'est-ce que c'est qu'un cerveau? Ça sert à quoi? C'est un système apprenant. Et on a aussi des chercheurs qui travaillent sur cette notion que l'univers, en fait, est un système auto-apprenant en permanence. Et comment fait-il pour apprendre? Eh bien, il apprend à travers nos expériences à nous. C'est nous qui lui permettons d'apprendre à se connaître en permanence, en temps réel. Donc il y a quelque chose de très poétique aussi là-dedans. Très poétique et puis aussi finalement très humaniste parce que on est là en train de se disputer finalement des terres, mais ça, on est déjà sur la terre Gaïa. Enfin, voilà, elle nous appartient pas. On
on est ses hôtes finalement. On pourrait avoir cette vision large qu'avaient les peuples racines, les peuples premiers. Isabelle? Quand j'étais petite, je ne comprenais pas le concept d'être propriétaire d'un bout de terrain. Ça me faisait bugger. Je disais, mais on vit tous ensemble. La terre ne nous appartient pas. On vit au sein d'une planète qu'on doit respecter et non pas acheter. Et j'ai mis du temps à comprendre l'utilité d'être propriétaire. Pour les peuples racines, vous appartenez à la terre. Ah mais c'est ça, moi je voyais les choses comme ça en fait. En fait, finalement, on nous le prête, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que pensaient les chamans par rapport à ça? C'est un retournement de perspective, en fait, parce que nous, en Occident, on achète des terres et on pense que ça nous appartient. Si on achète un terrain pour faire une maison, c'est notre maison, ça nous appartient. Mais tous les peuples racines disent, mais non, c'est ce que disait Jocelyn, on appartient à la matrice biologique, on appartient à la terre, en fait. On appartient à la terre, c'est pas l'inverse. Les perspectives sont... C'est fou l'ego des hommes finalement, de se dire voilà c'est mon pays, c'est et encore on peut acheter des étoiles maintenant. Il y a des peuples qui n'arrivent pas à sortir de ça. Il y a les aborigènes d'Australie par exemple sont tellement attachés à leur territoire que très peu d'aborigènes australiens quittent l'Australie. Parce que le lien avec la terre est même viscéral, ombilical, on va dire. On va faire une petite pause, parce que c'est le moment de retrouver la question du téléspectateur. Et aujourd'hui, c'est Marie qui nous pose une question. Bonjour le Mac qui fait du bien. Quelle est votre définition de la spiritualité? Est-ce qu'on peut être cartésien et spirituel? J'ai l'impression que l'un ne peut pas aller avec l'autre. Merci pour votre réponse. Marie, vous êtes adorable de savoir que la jeunesse nous regarde. Ça fait chaud au cœur aussi. Hein, on est jeunes sujets. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est quand même la génération qui arrive après. C'est nos ambassadeurs de la paix qui arrivent. Merci beaucoup, Marie. Question finalement très pertinente, surtout aujourd'hui, sachant qu'on a un journaliste scientifique et finalement un spirituel sur le plateau. Hein, et en fait, vous arrivez à aller les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je réponds oui sans hésiter. On peut être cartésien et spirituel, on peut être cartésien et même religieux, croyant. C'est pas du tout incompatible. On a tendance à opposer les choses. Il faut éviter de tomber dans un excès de rationalité, c'est tout. Mais il ne faut jamais perdre de vue la raison. Et donc on peut concilier raison, passion, amour, spiritualité, etc. C'est tout à fait, ça va ensemble. Moi, je me considère d'abord comme un scientifique, donc je suis quelqu'un de très... Mais c'est vrai que vous êtes scientifique aussi, parce que je vous dis spirituel, mais j'en ai oublié tellement que vous êtes spirituel. En fait, c'est les deux. Je suis devenu, parce que j'étais très matérialiste, et tout le cheminement d'expérience a fait que j'ai été obligé de revoir un peu ma copie sur pas mal de notions qui m'avaient été inculquées au niveau des recherches, au niveau de la science. Donc j'ai dû revoir un petit peu ma copie, mais je reste profondément un esprit... empirique, scientifique, avec effectivement une forme de spiritualité qui est plus une forme de spiritualité libre, que je rapprocherai un peu des pratiques animistes, c'est-à-dire que pour moi, tout est spirituel, c'est-à-dire que la Terre, pour moi, c'est une entité spirituelle, l'univers, c'est une divinité pour moi, voilà. Isabelle, Kevin? Personnellement, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'est complètement ça. L'esprit critique, la rationalité va complètement avec la spiritualité. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est intégrer Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Oh, ça le fait, cette phrase. C'est très beau. On la valide. Non, mais c'est vrai. Et ça intègre la complexité, la nuance, le doute et le détachement aussi de la matière. Tout ce que je sais, c'est que je suis là, mais je ne sais pas. Je pense au mot cartésien, moi ça me choque toujours parce qu'en fait Descartes était dualiste, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il y avait une séparation corps et esprit. Et il a écrit un traité sur les preuves de l'existence de Dieu, donc il n'était pas du tout aussi cartésien que ça, Descartes. Mais souvent on oppose le dualisme, les gens qui pensent que corps et esprit sont deux choses différentes, et puis les monistes qui pensent que tout est un, et en fait dans les deux il peut y avoir de la spiritualité. Sûr. Oui, et puis peut-être revenir aussi sur la définition de la spiritualité qui n'a rien à voir avec l'ésotérisme, c'est juste se reconnecter à son âme, son esprit, son cœur, et finalement c'est très sensé, non ? Oui, l'esprit, c'est le souffle, étymologiquement. Ah, le souffle, c'est ça, les chamans qui disaient ça. C'est le souffle original, on a ça dans toutes les grandes religions aussi. Oui, c'est vrai, c'est beau. Eh bien, on va continuer sur une thérapie de plus en plus plébiscitée. D'ailleurs, je n'ai jamais fait encore d'émission sur ce thème-là, alors que c'est quand même génial. Il faut vraiment que je le fasse. On en avait parlé, Roméo Le Terrier. Ce sont les constellations familiales. Vous connaissez, j'imagine, tous les deux. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Il y a une série, mais qui est formidable, hyper touchante, en ce moment, qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier, qui a quelques mois, et qu'on retrouve sur les plateformes. Et je trouve qui aborde justement cette thérapie. Et ce qui est intéressant dans cette thérapie, c'est que finalement, elle montre la connexion entre le monde visible et invisible. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour ceux qui ne connaissent pas cette thérapie qui est extraordinaire? C'est une thérapie qui a été, entre guillemets, inventée par Bert Hellinger, qui était un prêtre
allemand qui a travaillé en Afrique du Sud avec les Zoulous. Et c'est en étant en relation avec les peuples Zoulous qu'il s'est intéressé à leur danse rituelle. Parce que dans leur danse, les Zoulous, dans leur danse rituelle, rappellent la mémoire des ancêtres. Et il s'est dit, mais tiens, mais nous, dans notre religion, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer quelque chose avec l'âme qui aurait le même dispositif? C'est-à-dire qu'à un moment, de représenter la famille, même les gens qui sont décédés de la famille, donc sur plusieurs générations, représenter le système familial et le faire jouer par des représentants, qui sont des gens qui vont, par exemple, la personne qui va faire sa constellation familiale, si c'était mon cas, par exemple, je peux choisir Jocelyn pour représenter mon père ou mon arrière-grand-père, et on va disposer au hasard dans la pièce les personnes, et puis à un moment, on va laisser se jouer de façon aléatoire et au hasard le comportement des gens. Alors c'est pas très mental, il faut vraiment arriver à couper son mental et juste laisser venir les ressentis du corps, les perceptions, et puis il y a une sorte de danse qui s'auto-crée, qui s'auto-organise comme ça dans la pièce, et au final il y a une histoire qui émerge. Et cette histoire, quand elle arrive à la conscience du groupe et à la conscience de celui qui avait le problème, qui a fait consteller sa famille, eh bien quand cette personne a conscience du dénouement, bien souvent, non seulement ça va beaucoup mieux pour elle, mais aussi on s'aperçoit que les membres de la famille qui n'étaient pas présents à la constellation familiale, il y a cet effet dont vous parliez tout à l'heure, il y a cet effet de résonance, les gens dans la famille vont tous beaucoup mieux, parce qu'on agit sur le système. Mais ça, c'est fantastique. Alors, j'aimerais bien qu'on se mette un petit peu en situation pour ceux qui ne connaissent pas cette thérapie. Vous l'avez déjà, j'imagine, pratiquée. Voilà, alors, partez d'un problème qu'on pourrait avoir dans notre vie. Qu'est-ce que je fais? J'ai la démarche d'appeler un thérapeute. Ça se passe comment, en fait? J'arrive dans une salle, il y a des gens que je ne connais pas. C'est ça. Et là, à ce moment-là, dites-nous, alors, on parle d'un problème, ça serait lequel? Il faut un bon thérapeute, déjà. Comme dans toutes les pratiques, il faut un praticien qui connaisse bien son affaire, qui connaisse bien son travail. Comment trouver un bon thérapeute en constellation familiale? Il faut ressentir... Bon, en général, quand on se renseigne un petit peu, on peut trouver vraiment des gens qui sont... de bouche à oreille, souvent. Il y a des formations. Comme ça, au moins, une recommandation, c'est mieux. Et donc, vous arrivez là-bas avec une problématique. Oui, voilà, par exemple. que les autres ne connaissent pas. Ça, c'est super important. Les autres ne connaissent pas. Et puis, vous décidez à un moment, avec le constellateur, donc avec le thérapeute, de choisir des personnes pour représenter votre mère, votre frère, votre sœur, votre grand-père, votre arrière-arrière-grand-père, donc même des gens qui ne sont plus dans la réalité physique. Parce que, excusez-moi, je fais une parenthèse, toutes les problématiques qu'on aurait viendraient d'abord du terreau familial? Oui, et souvent des ancêtres. Ça, c'est quelque chose de très récurrent chez les peuples racines. Les ancêtres ont une place très très importante. Dans notre société, les ancêtres, on les met à l'hospice et puis une fois qu'ils sont morts, on les met dans un caveau et on essaie de les oublier. C'est pas du tout la conception des peuples premiers où les ancêtres continuent en fait à apporter de l'énergie aux vivants, continuent à apporter des informations et même, on va dire, préfigurent et les aident à organiser leur vie même dans le futur. Hyper intéressant. Et à partir de là, les choses se libèrent comme ça de façon invisible, impalpable, mais ça se libère vraiment. Les représentants sont habités en fait par les personnes qu'ils représentent, qu'ils constellent, et c'est des fois très fort parce que moi j'ai fait aussi constellateur, c'est-à-dire que je faisais représentant, et je me suis rendu compte qu'en représentant certaines personnes, j'avais des postures corporelles que je n'avais jamais, des attitudes, des comportements qui ne sont pas les miens. Et on m'avait filmé, on me dit mais regarde, franchement c'est pas toi, même le visage changeait. Et moi je m'en rendais pas compte, mais en fait c'est vrai que quand on est habité par, j'aime pas trop le mot énergie, mais plus par l'information des ancêtres, il se passe quelque chose qui permet en tout cas à la personne qui connaît son histoire familiale de prendre conscience de beaucoup de choses. Ouais. Formidable, c'est vraiment passionnant. Vous voulez rajouter quelque chose, Jocelyn, par rapport à la constellation ? Non, juste que dans le livre, Romuald, il raconte 2 anecdotes qui sont assez extraordinaires parce qu'il y a de la magie là-dedans en fait. Une petite anecdote, on spoil un peu ou pas ? On peut spoiler. C'est-à-dire qu'il faut donner tout le contexte, donc c'est un petit peu long, mais il se passe des choses en termes de synchronicité. Ouais, c'est vraiment une machine à créer des synchronicités, une constellation familiale. Vous avez des gens qui ne se connaissent pas et qui en fait ont le même destin, les mêmes problématiques et tout ça. Alors on va terminer l'émission avec une expérience inédite en plateau, collective, monter un peu le son. En fait, c'est vous, Romuald, qui allez être notre guide ce matin. Alors ça dure quelques secondes finalement, c'est un exercice de visualisation. Quel est le but de cet exercice ? Est-ce qu'il faut le dire avant d'ailleurs ? Oui, on peut le dire, monsieur. Alors, dites-nous. C'est un exercice de visualisation, c'est pas une méditation, c'est plus un temps où on va justement mobiliser l'imaginaire, un imaginaire spontané, donc qui est vraiment intéressant parce que du coup il y a plusieurs choses qui vont se superposer, mais c'est tout à fait normal parce qu'on sait que le fonctionnement de la pensée est quantique. Pas le cerveau, mais au moins la pensée, ça a été clairement démontré par des scientifiques. Donc dans ce processus d'imagination, on va
on va essayer de voir comment une personne peut à la fois créer une synchronicité, hein, donc par rapport à ce qui va être visualisé et ce qui va se manifester dans la réalité, mais aussi de voir comment ce qui va apparaître dans cette visualisation va parler à la personne. Comment c'est relié à sa propre histoire, un peu comme mon histoire de Dauphin Rose de tout à l'heure. Allez, on y va. Et vous avez... ça va, 50 secondes? C'est très bien. Allez. Faites-le avec nous, hein. Alors je pense que c'est bien de fermer les yeux parce que ça permet quand même de mieux visualiser. Bien souvent dans les méditations, on a tendance à partir loin de son corps. Moi, je vais vous amener justement dans le corps, à imaginer que vous êtes dans un processus de rapetissement, un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles quand elle mange le gigant cake, elle rapetisse. Eh bien, là, rapetissez à l'intérieur de votre corps pour vous situer à un endroit qui est presque un petit peu en dessous du plexus solaire, donc pas très très loin du cœur. Et puis essayez d'imaginer l'intérieur de votre corps comme un paysage sous-marin avec des entités flottantes, des créatures qui pourraient nous rappeler une vie subaquatique. Il ne faut pas oublier qu'on est constitué de beaucoup d'eau et que nous sommes un écosystème aussi à l'intérieur de notre corps. Et là, je vais vous demander d'imaginer comme une bulle de savon, et à l'intérieur, spontanément, d'y faire apparaître un animal spontanément, maintenant. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Sélectionnez celui qui vous semble être le plus important pour vous, et puis notez. Notez après être revenu à un état de conscience normal en ouvrant les yeux. Super. Qu'est-ce que vous avez vu, Kevin? Ça me fait rire, j'ai vu un phénix. Wow. Dans l'eau, génial. J'adore. Résurrection. C'est moins glamour, un lézard. Un lézard. Oui, Jocelyn j'étais sur un caméléon, mais je pense que c'est très mental aussi. Magnifique. Alors moi, je suis tombée sur un plancton multicolore, comme ça. Excellent. Qui venait en fait se mettre sur... Voilà, et une tortue géante. La tortue, c'est le socle du monde, Ah. dans beaucoup de traditions. Ouais. Bon, bah et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a... Alors, parce que maintenant qu'on a l'animal, on en fait quoi? Alors, il faut être attentif, sans l'être en fait, dans la réalité, c'est-à-dire par rapport à la manifestation dans le réel de cette image, il faut la rechercher sans la rechercher. Alors c'est un exercice un peu compliqué, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, notez dans un petit cahier ce que vous avez vu, et refermez le cahier, mais vous pouvez mettre un petit timing, vous pouvez mettre par exemple une semaine ou 10 jours, et puis une fois que vous avez refermé votre cahier, en fait, vous avez consigné votre expérience et vous allez naturellement l'oublier parce qu'il faut l'avoir oublié pour qu'il y ait la manifestation. Voilà. Passionnant. Donc, on va pouvoir vérifier finalement cette... Donc, si je vois un plancton et une tortue, c'est pas mal. Ouais, c'est très bien. Challenge. Gros challenge. Non, télé et tout ça, parce que finalement, ça peut arriver partout. Tout est relié. Non, c'est univers-esprit. Tout est relié. C'est le titre de votre tout nouveau livre, Jocelyn Morisson et Romuald Le Terrier. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup. On vous retrouve aussi sur un colloque extraordinaire, les pouvoirs extraordinaires. Vous serez sur scène et c'est le 10 juin au Grand Rex, aux côtés de Bernard Werber, de Anne Tuffigo, Kevin Finel aussi sera avec vous si vous voulez le voir en vrai, parce que vous avez tellement de succès sur les réseaux sociaux, Kevin. Mais t'es assise à côté de Kevin. Voilà ce qu'on entend tous les jours. Incroyable. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans cette petite boîte? Tout est relié. C'était l'indice. Et c'était un petit cœur. Et qu'est-ce que c'est marqué? Amour, bonjour. Voilà. C'est pas mal, non? Vous l'avez trouvé. Excellent. Et comme on pond beaucoup de choses dans l'émission, il y en avait un deuxième que j'avais caché. C'était à la folie. Voilà. Ça, c'est fait. Les petites phrases. Bon, on n'a plus le temps des petites phrases qui font du bien. La semaine prochaine, c'est pas grave. C'était tellement passionnant. On a eu la méditation. On peut pas tout avoir non plus dans l'émission. Hein. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Isabelle, Kevin, merci. C'était superbe. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite et on vous souhaite de vous faire du bien, beaucoup, beaucoup de bien. N'oubliez pas, c'est le printemps.